Alors, attendez, ce qui m'a amené vers le dentaire, voilà, c'est une histoire rocambolesque, ça. Je suis Jean-Luc Brouillet, je suis cofondateur de l'Académie du Sourire. Je suis là pour vous parler de son histoire, mais pas que. Pour vous en parler, il faudrait que je remonte un petit peu plus avant, parce que l'Académie du Sourire, c'est pas un hasard. L'Académie du Sourire, elle correspond à plusieurs demandes, plusieurs phénomènes qui sont passés en fait dans ces 50 dernières années. Alors on va aller vite, hein, mais en 50 ans, l'odontologie restauratrice en particulier s'est transformée d'une manière incroyable. Et il a fallu accompagner cette transformation. Mais c'est pas tout à fait possible. À l'université, moi qui étais responsable du service d'odontologie restauratrice, il y a les notions de base que l'on doit apprendre, qu'on appelle la formation initiale, et ça se modifie pas comme ça au décours de quelques publications ou autres. Mais pourtant, il y avait une demande, il y avait nos étudiants qui lisaient des articles et autres, et il fallait trouver quelque chose. Alors, à l'époque, c'était dans les années 90, on a créé un diplôme universitaire qui était en fait un diplôme post-universitaire qu'on a appelé le DUORE, c'est-à-dire diplôme odontologie restauratrice et esthétique. Et on a eu là un succès fou. Hein, je dis bien, c'est post-universitaire, c'est-à-dire on a reçu quelques-uns de nos étudiants et d'autres d'ailleurs qui ont été au courant, qui ont suivi d'autres universités pour se joindre à l'enseignement de ce DU. Et cet enseignement a été confié à André Fauché. André Fauché, qui est mon ami de toujours, on est des amis associés au plan universitaire, mais également au plan privé. On a monté un cabinet ensemble, enfin bref, on se connaît. C'est un grand clinicien en qui j'ai toute confiance. Et il se trouve que dans ce DU, il y avait Jean-Christophe Paris, qui était étudiant. Il avait déjà été aux États-Unis, il avait suivi des cours justement sur cette nouvelle dentisterie. Et puis d'instinct, c'est un artiste, il aime l'esthétique, la beauté, il avait lu beaucoup de choses, enfin bref. Puis très vite, il est devenu un enseignant. Et donc ce DU a eu énormément de succès. Et bon, il y a eu la fin du DU, parce que le DU, ça dure 2 ans. Et à la fin, bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit nos étudiants. Donc il y avait une demande. Et là, Jean-Christophe et André se sont liés pour former une société de formation qui était une société privée qui s'appelait Mimesis, qui avait rien à voir avec l'université. Et Mimesis, on a fait des formations à droite, à gauche, itinérantes, dans des endroits très plaisants, parce que Jean-Christophe a dit à l'époque, ah mais il faut aussi que si on va voir des gens de l'extérieur, il faut se servir de notre environnement qui, vous le savez, en Provence, est extraordinaire. Donc, on a fait des formations à Gordes, à Lourmarin, dans les environs, bon. Et bon, ça aussi, très très bien marché. On s'est fait, j'ai employé un mot qui est pas très beau, mais une clientèle, quoi, un groupe de gens qui avaient envie de continuer. Et là, Jean-Christophe, parce que finalement, je parle beaucoup de Jean-Christophe, parce que sans lui, André Fauché et moi, tout universitaire qu'on est, on n'est pas du tout entrepreneur comme il est. Bon. Et lui a eu l'idée de créer quelque chose de plus perfectionné, de plus étendu, et ça a été l'Académie du Sourire. Alors là, on est dans les années 2005. Et l'Académie du Sourire, au départ, c'était aussi un peu itinérant, toujours dans le même esprit. L'enseignement était différent dans la mesure où il était codifié sur une année. Grand succès, parce que ça correspondait encore une fois à une demande. Ça, j'en ai pas parlé de cette demande, mais il y avait une demande vis-à-vis des étudiants, des praticiens,
qui voyant apparaître des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, l'université peut pas vous le donner parce que l'université, c'est la formation initiale. À partir de là, on a vraiment beaucoup de difficultés à aller au-delà. Tout au moins, la sagesse veut, et les universitaires sont des gens sages, pardon, et on veut que toutes ces nouveautés-là se soient un peu prouvées. On veut pas directement mettre ça comme des dogmes intangibles dans nos cours. Donc, si vous voulez, c'était vraiment utile de créer cette académie qui était le complément de la formation de haut niveau. Voilà comment ça a démarré. Il faut dire aussi qu'on a été, alors ça je parle d'esthétique, très aidé par l'évolution psychosociale qui a fait que ce qui est devenu le culte de l'apparence, les gens avaient de plus en plus envie d'être beaux, une forme de bien-être pour certains auquel on doit répondre. Dans ces années-là, on a vu apparaître dans notre patientèle des gens, chez moi c'était presque 50%, la plupart venaient pour des soins, mais 50% qui avaient des ambitions esthétiques. Donc voilà, et c'est comme ça qu'est apparue cette formation continue qu'on a appelée l'académie. Très vite, bon, on a donc été itinérants, on a fait vraiment des sites très très beaux. Hein. Porquerolles, voilà. C'est comme ça que ça a démarré et que Jean-Christophe, lui, a dit il faut s'investir dans des bâtiments, il faut ci, il faut ça. Il nous a proposé ça avec André Fauché. Bon, nous, on est pas aventureux comme lui, et puis on n'a pas le même âge. On a dit écoute, bon, on peut pas trop t'accompagner. Bon, ça va, je le fais tout seul. Enfin, c'est du Jean-Christophe, quoi. Il faut dire que sans lui, on n'aurait jamais fait une société d'une telle ampleur. Il est né en plus qu'artiste, il est né organisateur, il a l'autorité pour le faire, il a les idées, donc voilà, on est très contents, André et moi, d'avoir rencontré notre ami Jean-Christophe, sinon on n'aurait jamais fait tout ça. Je tenais à parler de ça parce que c'est important de voir comment cette académie a répondu à une demande de patients, demande d'étudiants, et puis une évidence vis-à-vis des nouveaux matériaux et des nouvelles techniques. Ah, complètement. C'est sans doute l'adhésion, la notion d'adhésion, c'est sans doute la plus grande. Faut parler de révolution plus que d'évolution. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le dentiste des années 60, quand j'ai passé mon diplôme, moi, 65, ben, c'était quelqu'un qui se servait de rétention mécanique pour retenir les restaurations, par exemple. Aujourd'hui, grâce à l'adhésion, on est beaucoup plus économe de tissu parce qu'on n'a pas besoin d'élargir nos préparations pour les rendre rétentives. On colle. Alors au début, évidemment, ça fait, bon, beaucoup de gens se sont élevés comme toujours. Oh là là, qu'est-ce que c'est le collage, mais ça va se décoller et tout. Enfin bon, il y a eu le collage à l'émail qui a rendu les services immédiats aux orthodontistes, hein, avec toutes leurs bagues qui collaient, mais également, nous, on a déjà bien accroché sur l'émail, et les restaurations antérieures en particulier en ont subi de grands progrès. Et puis est survenu, parce que l'industrie s'entend, l'industrie, ils ont fait des progrès, mais il faut pas oublier qu'ils veulent gagner de l'argent. Hein, ils ont embauché des chercheurs, en particulier aux États-Unis, il y a eu des gens très très brillants qui s'appellent Bowen, qui s'appelle Byung-In Chao, qui est un Coréen qui a débarqué un jour en Californie, en quelques années a fait fortune avec ses idées. C'est une belle histoire tout ça. Et ces gens sont millionnaires aujourd'hui, mais ils nous ont apporté des moyens de faire mieux, en particulier cette adhésion à la dentine, alors là, qui permet d'aller vraiment au fond des choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas une restauration qui ne fait pas appel au collage. Alors, l'intérêt du collage, c'est la rétention, c'est également la qualité du joint. Alors ça, tout le monde, ceux qui m'écoutent le sauront, quoi. La faiblesse d'une restauration, c'est quand même le joint. Il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration là, à cet endroit-là. Et
mécaniquement, on avait résolu le problème donc de l'accrochage, mais on a résolu le problème de l'étanchéité du joint, c'est-à-dire que les bactéries ne peuvent plus pénétrer entre les deux parties contiguës que sont la dent et le matériau. Et évidemment, l'adhésion était également travaillée pour adhérer au composite, ça c'est évident, mais également à la céramique. Ben oui, c'est extraordinaire. Et puis, l'esthétique, on s'en est trouvé très renforcée parce que ça a éliminé toute la partie métallique. Avant, on faisait des céramos métalliques. Et cet anneau de métal qu'on voyait souvent apparaître au niveau des incisions antérieures, par exemple, quelques années après la restauration, c'était quand même sacrément bien, disgracieux. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Hein. Les joints sont... Voilà, intérêt mécanique, biologique et esthétique. Voilà la révolution du souriant, due à l'adhésion. J'avais été chargé par le doyen de m'occuper de la formation continue et également des relations extérieures. Et il se trouve que, ça c'est la chance, hein, on a eu une demande un jour, j'ai tout de suite branché André là-dessus, pour aller accompagner des missionnaires qui étaient en fait des chirurgiens. C'est un peu compliqué. En fait, celui qui demandait là-bas, c'était ce chirurgien qui avait été formé à Bordeaux, qui était vietnamien et qui était encore directeur d'un grand centre de soins, pratiquement l'hôpital général de Saigon. Et sa femme était dentiste. Elle avait été formée à Bordeaux, comme moi d'ailleurs. On s'est retrouvés là-bas. C'était assez rigolo. Et il était retourné au Vietnam. Il avait fait la guerre d'ailleurs. Et puis après, donc, la guerre, les tensions s'étant apaisées, il a fait appel à ses collègues chirurgiens pour venir faire des confs là-bas et puis créer une association. Et du coup, nous, on a suivi, on a rencontré la femme de ce Trunk, qui s'appelait Trunk, qui était un type très très bien, qui nous a branchés sur l'odontologie. Et voilà, et puis ça a démarré, et puis on y est venu avec... Ça a pris de l'importance. Hein. Les Vietnamiens sont des gens extrêmement doués manuellement, très gentils d'abord. Hein, on a vu... bon. Et ben, aujourd'hui, on a une association qui perdure, on forme toujours des Vietnamiens à Marseille et dans d'autres universités. Enfin, c'est quelque chose effectivement de très, très important, quoi. On s'éloigne de l'Académie du sourire. Là. Ça, c'est important, ça. Hein. La pédagogie, la pédagogie, et surtout la pédagogie artisanale que commet la dentisterie, c'est quelque chose qu'André et moi, on a dans nos gènes, ça. Moi, je suis fils et petit-fils d'instituteurs, pour vous dire que j'ai quelques enseignants au-dessus. Hein. Bon, ça laisse des traces. Hein. Et d'ailleurs, Jean-Christophe, sa maman était institutrice aussi. Hein. Et finalement, on est élevé avec des leçons de choses permanentes. Et ça donne une curiosité particulière et puis une envie de transmettre. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir et l'Académie a été une belle expérience pédagogique, mais réjouissante. C'est-à-dire qu'on a évolué avec des gens qui nous regardaient avec des grands yeux, qui nous applaudissaient, mais avec qui on avait des contacts au repas, qu'on invitait d'ailleurs dans la semaine au restaurant, et puis on discutait de dentisterie. Enfin, c'était une merveille, quoi. Hein. Des choses qu'on peut pas avoir avec les étudiants, on ne peut pas avoir la même intimité avec les étudiants de l'académie. C'était d'homme à homme de dentistes, c'était les confrères, quoi. Et donc, a été un grand plaisir, vraiment. Alors, attendez, ce qui m'a amené vers le dentaire, voilà, c'est une histoire rocambolesque, ça.
qui est un peu personnel, mais ça part de là. Écoutez, moi, je suis vendéen d'origine, je suis de Cholet, c'est dans le Maine-et-Loire, mais en réalité, c'est vendéen. C'est très profondément de culture vendéenne. Et dans la cour du lycée, du collège, pardon, qui s'appelait le collège Cobert, bon, j'étais un peu vigoureux, un peu agressif, et je m'étais battu dans la cour avec un dénommé Charette. Charette, c'était un descendant du fameux général Charette, des épisodes vendéens. Et puis, bon, je m'étais cassé les dents sur son front. Enfin, c'est pas très glorieux tout ça, hein. Mais j'avais les dents, les incisives bien cassées, bien abîmées. Et je me suis fait engueuler à la maison, évidemment, on pensait, mais... Et ils m'ont envoyé chez une dentiste. Et là, j'ai découvert la dentisterie. Ça m'a fait un mal de chien, mais j'ai adoré, enfin, j'étais un peu comme ça, hein, de nature, je démontais les vélos, je bricolais beaucoup, je me servais beaucoup de mes mains, j'avais un grand plaisir à faire ça. Et j'ai vu cette personne qui s'est servie de machines, de choses, hein, et je me suis dit, pourquoi je ferais pas dentaire? Voilà l'histoire. De là, je suis parti faire mes études à Bordeaux. À Bordeaux, j'ai rencontré un prof qui est toujours mon ami d'ailleurs, d'abord qui était excellent, qui m'avait donné le goût d'une dentisterie approfondie, enfin vraiment dentaire. Là, j'ouvre encore un autre chapitre, c'est le chapitre de l'enseignement de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas les facultés d'odontologie. À l'époque, c'était la médecine qui nous faisait un enseignement spécifique qui était quand même très branché sur la médecine, sur la chirurgie maxillofaciale. Et bon, la dentisterie, elle était un peu délaissée, quoi, hein, tout cet aspect mécanique. Et mon prof, qui s'appelait Michel Lacasse-Dieu, avait été faire des cours de perfectionnement, puis un doctorat à Genève. Vous savez, à cette époque-là, il fallait soit aller aux États-Unis, soit aller peut-être à Genève. Mais lui, bon, enfin ses parents avaient les moyens. Moi, il fallait que je me débrouille tout seul. Je suis allé en Haute-Savoie, à côté de la frontière, et j'ai été opérateur chez 2 confrères. Et puis j'allais suivre des cours, je revenais, enfin une vie de fou pendant 3 ans, mais là j'ai vraiment appris ce qu'était l'odontologie dentaire. Et puis après je suis revenu à Marseille l'année où ont été créées les facultés d'odontologie. Et ils ont su que je venais de Genève, que j'avais un diplôme un petit peu plus bon, et ils m'ont demandé de participer, mais j'ai démarré à la base, quoi, comme attaché d'enseignement, après assistant, j'ai rencontré André, et puis voilà. Et puis, on a passé le concours de prof, et puis ça s'est remanché comme ça, quoi. Et avec plaisir. J'ai eu une chance inouïe. Je parle beaucoup de moi, là, quand même. On s'éloigne de l'académie, mais bah, écoutez, si vous voulez voir vos questions. J'ai eu une chance inouïe, c'est que quand j'ai été professeur, j'ai eu le droit de conserver une activité privée. Ça, c'est les premières générations de profs. Donc, j'étais mi-temps hospitalier à la fac et j'étais plein temps universitaire. Mais j'avais, disons, 3 jours où je pouvais faire du cabinet. Et j'avoue que ce côté clinique au cabinet, c'est utile, quoi, hein. D'ailleurs, en ce moment, la faculté peine un petit peu au plan clinique parce que les enseignants sont pas assez cliniciens, en fait, hein. Ils sont très théoriques et de formation. Et on a la peine à rattraper ce retard. C'est pour ça que les formations continues post-universitaires comme l'académie sont extrêmement utiles. Enfin, Jean-Christophe a dû vous dire que lorsqu'on a créé l'académie, on avait des gens qui étaient là, mais qui étaient des praticiens, qui avaient 45, 50 ans, qui s'étaient posé beaucoup de questions, qui venaient vraiment pour perfectionner leur odontologie, acquérir les nouveaux, alors que les étudiants que vous avez maintenant, c'est souvent des gens qui sortent de la fac et qui viennent directement apprendre la clinique, là.
Oui, bah, c'est-à-dire que c'était une façon d'enseigner qu'on peut pas faire, encore une fois, à la faculté. C'est la formation supérieure, quoi, hein, sans avoir l'air d'utiliser des mots pompeux, mais c'était le plaisir de faire une dentisterie d'exception, élevée, enfin, qui devient commune aussi, mais qui devient un peu indispensable. Hein. Et encore une fois, les facultés peinent un peu à enseigner tout ça. Parmi les universitaires, il y en a qui ont résisté au collège, qui ont dit mais non, mais c'est pas, ça n'a pas encore prouvé, mais on peut pas l'enseigner ça. Et il y en a toujours qui sont hostiles au collège. Ah, c'est comme ça. Un exemple qui est frappant, c'est les Suisses. Les Suisses, à qui je dois vraiment beaucoup, et même tout en odontologie, ou presque tout, eh bien, ils ont résisté au collège parce que ils trouvaient qu'on se jetait dans la gueule du loup sans avoir vraiment expérimenté la réalité des techniques de collage. Bon, c'est vrai qu'on s'est peut-être mis à l'eau un peu vite, mais ouais, l'avenir nous a donné raison. Oui, mais pas véritablement, parce que ça s'est fait en douceur. En fait, c'était la suite de Mimesis. C'est Mimesis qui s'est appelé Académie du sourire et qui a changé. Si vous voulez, il y a eu 5 formations d'une semaine, ce qui était énorme, alors que Mimesis, c'était les week-ends. Ouais, c'est la même chose en plus grand et un peu plus structuré. Et entre-temps, André et Jean-Christophe avaient écrit un livre qui s'appelle Le guide esthétique, qui est une charnière, qui est vraiment très important. Et puis, Jean-Christophe nous a apporté, chose qu'il n'avait pas pu vraiment exprimer à Mimesis, euh, tout ce qu'il savait au plan de l'harmonie, par exemple, hein, l'esthétique, mais dans le sens de l'harmonie, et qui appliqué au plan dentaire est vraiment très important. Enfin, on a dû vous dire que il fallait qu'un visage gracieux ait un joli regard, mais un joli sourire qui est joli, qui rend le visage joli parce qu'il est en harmonie avec le regard. Bon, ben c'est de lui tout ça. Et il y a les proportions des dents, la longueur des dents, la morphologie des dents. Vous savez, une canine, ça ressemble pas à une incisive latérale. Enfin, tout le monde le sait, ça. Et on se sert de ces différences. Si on parle des canines, par exemple, c'est très important, les canines. C'est ce qui donne une virilité. Bon, chez les dames, on fait évidemment des canines qui sont un peu plus rondes. Ça rend des visages particuliers. Je sais pas, regardez par exemple Jean Dujardin. Tout le monde connaît Jean Dujardin. Mais Jean Dujardin, il a, il a un sourire carnassier qui est dû à une canine du côté droit et il a un sourire inimitable. Si on lui met des dents régulières, ce sera plus le même. Bon, ben, dans ce cas-là, c'est une trouvaille. Moi, j'ai eu un patient, je me rappelle toujours, hein, un patient qui était un grand type, qui avait un sourire justement comme ça, un peu carnassier, un peu... Bon, c'est le mec à qui on ne l'a fait pas, mais il avait déjà monté une affaire, et enfin un type qui était international, qui tournait, qui virait, un peu baroudeur, mais ça lui allait bien, quoi. Et figurez-vous qu'il avait le complexe d'avoir les canines pointues et longues. Je lui ai dit, écoutez, changez pas vos trucs, vous allez vous changer votre physique. Vous êtes bien comme ça. Mais je lui dis, vous avez un sourire du mec, à qui on ne l'a fait pas, bon, vous avez besoin de ça, ça vous va bien. Non, non, non. Enfin bref, je le persuade, il repart, puis je le revois pour différentes choses. Puis je les revois encore, peut-être 10 ou 15 ans après. Là, il avait les caries, des problèmes sur ses incisives. Et là, j'accepte de lui refaire son bloc incisivo-canal avec des facettes. Et je lui reparle de ses canines. Ah, il me dit, écoutez, non, non, si vous me faites quelque chose, c'est pour me faire des dents qui me plaisent. Bon, alors je négocie. Je lui dis, écoutez, on va faire une chose. Je vais un peu renier vos canines, mais je les garde quand même un peu pointues parce que ça vous va bien. Et puis, si vraiment ça va pas,
on les reverra et je vous les remettrai en position convenable. Enfin, que vous jugez convenable. Je lui fais son truc, il est ravi, il me dit, oh, c'est beau, c'est tout, c'est lumineux, c'est bon, c'est vrai que c'était pas mal réussi. Et moi, j'étais ravi de mes canines, vraiment un sourire viril qui lui convenait, quoi. Mais canine, bah, j'ai dit, écoutez, allez, faites-moi plaisir, vivez 6 mois avec, et puis si dans 6 mois après, il revient, il me dit, écoutez, je m'y fais pas. Donc j'ai pris ma meule et j'ai meulé, et j'ai fait les canines qui... Mais vous voyez, bon, on est obligé quelquefois de répondre aussi aux attentes du patient. Je suis toujours pas content d'avoir meulé ses canines, c'était trop belle. J'ai que des bons souvenirs d'amitié. Il n'y a pas eu d'incident. Bon, par les incidents classiques, hein, le micro qui marche pas, oui, c'est arrivé ça. Mais enfin, ça a toujours été considéré avec bonne humeur. Et... J'ai de la peine à vous citer quelque chose comme ça. Ah oui, oui, encore dimanche dernier, on était à l'anniversaire des 50 ans de mariage d'un ami à moi, et il y avait dans la salle, il y avait 2 étudiants qui avaient fait, un qui avait fait Mimesis et l'autre l'Académie du Sourire. Oh là, on se tombe dans les bras, quoi. C'est des grands moments pour eux. Ah la vache, c'est dur ça. Hein. Parce que la jeunesse, alors la jeunesse, elle a changé, c'est incontestable. Et il faut surtout pas, nous, dire c'était mieux avant, quoi, parce que nous aussi, on avait nos travers, on avait nos... Mais il y a une telle transformation psychosociale de la jeunesse qui a moins envie de travailler. C'est global. Il y a toujours des fonceurs. Mais la plupart sont plus proches de leur famille. Nous, on travaillait le samedi. Moi, je partais au ski le samedi soir, on skiait le dimanche, et lundi matin, à 8h, j'étais au cabinet. Enfin, alors, je ne vais pas dire que c'est mieux, parce qu'ils ont l'air heureux comme ça. Ils ont l'air heureux, les pères s'occupent plus de leurs enfants, les femmes sont aidées par les maris. Enfin, il y a tout un changement. Alors, j'ai envie de leur dire, travaillez plus, mais je me mords les lèvres pour dire ça, quoi, parce que finalement, ils sont pas si mal comme ça, nos jeunes. Je cherche à être tolérant vis-à-vis de ces jeunesses, par nature d'abord, parce que j'aime bien les jeunes, et puis parce que les temps changent, quoi. Alors, ils ont peut-être raison.